20 ans après sa disparition, François Mitterrand reste une énigme. Jamais un homme politique français n'a suscité autant de commentaires contradictoires, de son vivant comme après sa mort. Au-delà de sa carrière politique, sa personnalité complexe et mystérieuse ne cesse de fasciner. Pourtant, grâce à des fragments des archives de l'ancien président de la République, il est possible de reconstituer son cheminement personnel, depuis ses années d'enfance jusqu'à sa vie avec Anne Pinjot et sa fille Mazarine. Vous écoutez François Mitterrand, album de famille, épisode 1. François Mitterrand, quand il repensait à son enfance à Jarnac, en conservait un souvenir heureux. Il citait la maison familiale posée au bord de la Charente, les repas où l'on n'était jamais moins de 12 à table et pendant lesquels il était interdit de parler argent et de dire du mal des autres. C'est là que je suis né. Et je crois dans ce lit. C'est vrai ? Oui. C'était la chambre de mes parents et ma mère a couché de 7 enfants sur 8 ici. François Mitterrand, 5e enfant d'une fratrie qui en comptera 8, est né en octobre 1916. Dans une France provinciale et catholique d'un autre siècle, qui vivait encore au rythme des saisons et au palan des chevaux. Dans la famille Mitterrand, on était très croyant et de droite, à l'image du père Joseph Mitterrand, taciturne et à la rigueur janséniste. Yvonne, la chrétienne ardente qui en politique n'aimait pas les extrêmes, apprenait à ses enfants le respect des rituels religieux tout au long de l'année. L'album de souvenirs de François Mitterrand s'ouvre sur la maison de ses grands-parents maternels à Touvent, en Dordogne. Une maison loin de tout, où il a vécu une grande partie de l'année jusqu'à ses 10 ans, et qui a illuminé son enfance. Un paradis où il a appris les heures et la courbe des jours. C'est là que s'est enracinée à jamais en lui la France pastorale et rurale, à laquelle il sera toujours fidèle. François, Robert, Jacques, Philippe. Si, il y a les 4 frères. Gilbert Mitterrand. Ah, ça c'est drôle, parce que bon, évidemment, il y a Papa Jules, Maman Nini, ça ok. Son grand-père, c'était une autre façon d'aborder la vie, ou peut-être pas dans l'expression, mais en tout cas dans la façon de vivre une plus grande liberté, de s'ouvrir. Autant les Mitterrand sont conservateurs de la droite catholique traditionnelle, autant le grand-père maternel de François, Jules Lorrain, est républicain et plutôt laïque. Sa grand-mère Eugénie a laissé à François des souvenirs impérissables qui vous hantent toute la vie. François Mitterrand confiera encore 70 ans plus tard que son enfance a basculé le jour où, en raison de la crise économique de 1929, son grand-père Lorrain décide de vendre la maison. Mitterrand se souviendra longtemps du drame familial. Une déchirure accentuée peu de temps après par la mort de cette grand-mère tant aimée. François Mitterrand en conservera une blessure à vif, revenant sans cesse jusqu'à la fin de sa vie vers ce paradis perdu. À l'âge de 10 ans, le petit François devient pensionnaire à Angoulême, au collège Saint-Paul, chez les pères maristes. Levés dès 5h45 du matin, les 300 pensionnaires alternent prières et études, passant inexorablement des salles de classe à la chapelle. Un enseignement religieux et classique qui marque durablement le jeune Mitterrand. Comme sa mère Yvonne, le jeune lycéen est passionné de littérature depuis l'enfance. Ce sont d'abord les écrivains de la France traditionnelle qui marquent François Mitterrand, et notamment Maurice Barrès, le chantre de la nation française et de sa permanence à travers les siècles. Le Sillon défendait au début du siècle un retour de l'Église à la dimension sociale du christianisme. Le jeune Robert Lorrain était un étudiant brillant, admiré par sa famille. Une famille traumatisée lorsque Robert meurt brutalement à 20 ans au lycée Henri IV à Paris. François Mitterrand, qui n'a jamais connu son oncle, conservera pourtant toute sa vie 2 photographies de Robert dans son album d'enfance. Lorsqu'il obtient son baccalauréat, c'est tout naturellement que le brillant élève Mitterrand rejoint Paris, comme Robert avant lui, dans le même foyer pour jeunes chrétiens situé au 104 de la rue de Vaugirard,
avec peut-être la même ambition secrète d'intégrer l'école normale supérieure. Lui-même, en fait, voulait venir faire Normale Sup à Paris. Mazarine Pinjot. Alors, par rapport à ce Robert, qui était devenu une sorte de figure tutélaire de la famille, il fallait racheter un petit peu le drame que ça avait été, la tragédie que ça avait été. Donc, il y avait ce truc de Normale, l'accession Paris, l'accession à la littérature, aux lettres. Mon père était quand même nourri de toute cette littérature contemporaine. Il lisait déjà énormément. Il avait un rapport très romantique aux écrivains. Enfin, comme on peut l'être quand on est un jeune provincial, nourri déjà à la littérature du 19e siècle et arrivant à Paris, quand il y a des types comme Gide qui sont là et qui écrivent encore. Enfin, ça participe de la mythologie. Le jeune Charentais est ébloui par les écrivains de la NRF. François Mauriac, Paul Valéry ou Paul Claudel, qui bousculent l'étudiant jusque-là si classique. Et puis, il était un peu dilettante, quoi. Il avait envie de faire d'autres choses. Donc, il n'a pas passé Normale Sup. Donc, il y a quand même ça, une sorte de regret, lié en plus à l'histoire familiale. Enfin, voilà. Et donc, de fil en aiguille, je pense que l'image de Normale Sup est devenue un truc magique, quoi. Enfin, donc, le fait que j'ai Normale Sup, c'était... Mais bon, je pense qu'inconsciemment, j'ai bien senti ça, parce que si j'ai passé Normale Sup, c'était peut-être pour lui faire plaisir aussi. En cette année 1934, Paris est secoué par une confrontation de plus en plus vive entre deux blocs. Le Front National, qui regroupe des organisations d'extrême droite comme les Camelots du Roi ou l'Action française, et un bloc de gauche, le Front Populaire, rassemblant communistes, socialistes et radicaux. L'étudiant Mitterrand, inscrit en droit et à Sciences Po, est emporté par le tourbillon politique du moment. Il s'engage à 18 ans dans une organisation du bloc de droite, les Croix de Feu, et leur organisation de jeunesse, les Volontaires nationaux du colonel Delarocque. Le jeune activiste Mitterrand participe à toutes les manifestations du quartier latin avant de se voir sermonné par les pères maristes d'Angoulême. Lorsqu'il est photographié au milieu d'une manifestation de l'Action française et se retrouve à la une de plusieurs journaux. Pas question pour les religieux de se rapprocher de l'organisation de Charles Maurras, qui a été excommunié par le pape Pie XI. François Mitterrand devra rassurer ses supérieurs et se consacrera dorénavant à des actions caritatives au sein de la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. François et ses frères Jacques et Robert reviennent souvent à Jarnac. Les enfants sont inquiets de la santé de leur mère, Yvonne, malade du cœur, qui souffre terriblement. Cette photo de sa mère ne quittera plus François Mitterrand. À 55 ans à peine, Yvonne Mitterrand s'éteint en janvier 1936. Confronté à nouveau à la mort, François Mitterrand se fait la promesse que désormais, ses fantômes l'accompagneront. Il pensera à ses morts le plus souvent possible, car c'est pour lui le seul moyen d'assurer la survie de ceux que l'on a aimés. De partout, dans son bureau, à la maison, dans sa pièce chambre-bureau, de la bergerie de Latch, même à l'Élysée, dans son bureau, toujours la présence de ces photos de Gilbert Mitterrand. Ceux qu'il n'oubliait pas et qui vivaient avec lui ce qu'il vivait encore. C'est tout écrit de sa main, donc il y tenait à cet album. Le foyer du 104 représente pour Mitterrand le temps heureux des bandes de copains. Des images inédites de cette vie étudiante qui s'organise entre les parties de tennis et les sorties de groupe. Les amis partent ensemble en vacances en Dordogne ou sur les plages de Royan. L'étudiant catholique Mitterrand est prêt à toutes les facéties, comme sur ces étonnantes photographies prises lors d'une visite chez le frère prêtre de son ami André Bettencourt. Les compères décident alors de poser en soutane devant un objectif amical. C'est surtout pour François le temps des émois amoureux.
le jeune romantique idéaliste, vit en 1938 son premier grand amour, une passion dévorante qui va l'emporter. Quand il la rencontre pour la première fois, Marie-Louise Terrasse n'a que 15 ans. François en est certain, elle est la femme de sa vie. Il multiplie les pages de son album dédié à celle qu'il appelle « le visage merveilleux ». Un temps effrayée par cet amour absolu, la jeune femme finit par présenter François Mitterrand à ses parents. Impossible pour monsieur et madame Terrasse d'envisager des fiançailles avec un garçon qui n'a pas effectué son service militaire. L'amoureux décide donc de mettre entre parenthèses son doctorat de droit. Il est incorporé au fort d'Ivry en novembre 1938. Dans son régiment, il retrouve Georges Dayan, un camarade croisé à la faculté de droit qui va devenir l'ami de toute une vie. Pourtant, il n'y a rien de commun entre François, le Charentais catholique de droite, et Georges, le juif d'Oran, socialiste et athée. François écrit à Georges une supplique. « Dis-moi que jamais rien ne nous séparera. » En septembre 1939, l'armée allemande bombarde et envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne, alliées de la Pologne, sont désormais en guerre. Mitterrand, mobilisé comme des millions de Français, ne veut plus perdre de temps. Le 3 mars 1940, ses fiançailles avec Marie-Louise sont célébrées à Paris. À 23 ans, François radieux tente d'oublier un instant que le pire est à venir. Lorsque l'armée allemande lance son offensive sur la France, le 10 mai 1940, le sergent Mitterrand est en première ligne, le long de la Meuse. La débâcle de l'armée française, François Mitterrand la vit et la décrit dans des lettres poignantes à son ami Georges Dayan. Le 12 mai, il écrit « Si tu n'étais pas un détestable mécréant, je dirais prie pour moi ». Quelques jours plus tard, le sergent de l'infanterie coloniale raconte ses premiers combats au sol. « Nous avons été engagés dès le début de la bagarre. Le 13 mai, nous les avions en face. Notre bataillon a subi le premier choc. Si tu imagines ce que peut être ce choc. J'ai vécu plusieurs jours coupé du monde, cerné par les Allemands. Maintenant, parmi les restes de ma compagnie, je m'étonne. Pourquoi suis-je rescapé? Je crois, tu le sais. Les prières qui m'ont accompagné n'y sont sans doute pas pour rien. Marie-Louise m'écrit quotidiennement des lettres qui sont mon réconfort. Je voudrais vivre pour elle. Je voudrais tant vivre. Tout de même, la guerre, c'est l'épouvante et la misère des hommes. Le 14 juin, devant Verdun, le sergent Mitterrand reçoit 2 éclats d'obus sous les côtes et une croix de guerre pour bravoure. Transporté en brancard, il est fait prisonnier par les Allemands quelques jours plus tard dans un hôpital militaire. Mitterrand est transféré en train, en Allemagne, dans le Stalag 9A. Le choc est rude. Ils sont plusieurs dizaines de milliers abandonnés là, sur une colline de Hesse, comme près de 2 millions de soldats français. Dans les 3 camps où il se trouvera successivement, François Mitterrand découvre et se lie d'amitié avec des hommes bien différents de ceux qu'il a côtoyés jusque-là. Ici, ce sont des ouvriers d'usine, des communistes, des juifs, des prêtres contestataires. Plusieurs vont devenir ses amis et changent déjà le regard du jeune bourgeois sur la vie comme sur la société. Celui qui impressionne par son brio intellectuel signe régulièrement les éditos du journal du camp, l'éphémère, exprimant le sentiment d'abandon de ses compagnons. Je crains qu'on ne parle des prisonniers comme on parle des morts, en vantant leurs mérites, en tressant leurs louanges, mais en estimant que leur première qualité est surtout de ne plus gêner les vivants. François refuse de rester plus longtemps à l'écart de la vie et du monde. Il lui faut s'évader s'il veut revoir Marie-Louise, dont il sent dans ses lettres qu'elle s'éloigne irrémédiablement. Il s'y reprendra à 3 reprises, avant finalement de parvenir en décembre 1941, après une année et demie d'enfermement, à se réfugier épuisé et amaigri chez une tante dans le Jura.
François vient à Paris tenter de convaincre une dernière fois Marie-Louise de ne pas le quitter. C'est un échec. Les yeux dans les yeux, les fiançailles sont rompues. Marie-Louise, éprise d'un autre homme, rend sa bague. François la jette dans la Seine. Marie-Louise Terrasse, que tous les Français connaîtront bientôt sous son nom de speakerine de télévision, Catherine Langeais, a rejeté l'offrande. L'amoureux se sent trahi. Plus jamais il ne se donnera tout entier à une femme. Trop douloureux, trop aliénant. Chaque année, il enverra des fleurs à Catherine Langeais le jour de son anniversaire. Et bien des années plus tard, lorsqu'il lui remettra la Légion d'honneur en 1987, personne, dans la salle des fêtes de l'Élysée, n'imaginera l'émotion et le trouble que représente cette cérémonie pour les deux anciens fiancés. Le monde de François Mitterrand, celui de sa jeunesse, vient de s'effondrer brutalement. Il a connu la violence des combats, l'humiliation de l'enfermement et la destruction de sa vie amoureuse. Dans son album de jeunesse, François a conservé 2 photographies de l'année 1942. Elles ont été prises à Vichy, lors d'une visite de son père Joseph. Pour l'évadé Mitterrand, la France, ou ce qu'il en reste, est dans la zone dite libre. Comme son père, François est maréchaliste, parce que patriote et d'une droite nationaliste. Comme beaucoup à Vichy, être pétainiste pour François n'implique pas de collaborer avec l'ennemi allemand qu'il a retenu prisonnier si longtemps. Obsédé par le sort de ses camarades, Mitterrand intègre à Vichy en juin 1942 le commissariat aux prisonniers de guerre, sorte de ministère des anciens combattants. Tout bascule lorsque le chef du gouvernement, Pierre Laval, quelques semaines plus tard, organise l'échange d'un prisonnier contre 3 ouvriers français envoyés en Allemagne. Mitterrand, comme ses camarades, s'insurge contre cette prise en otage des prisonniers au service d'une politique de collaboration qui leur est insupportable. L'équipe du commissariat préfère fabriquer des faux papiers et organiser des filières d'évasion pour ceux encore retenus. Progressivement, le jeune Mitterrand multiplie les contacts et se rend à plusieurs reprises au château de Montmaur dans les Alpes, où le militant catholique Antoine Mauduit est en train d'organiser ce qui deviendra bientôt un maquis. C'est là que naît un embryon de rassemblement. Pourtant, François Mitterrand est photographié en octobre 1942 aux côtés du maréchal Pétain, avec Marcel Barrois. Ils ont été convoqués pour présenter le centre d'accueil pour prisonniers installé à Vichy. Une photographie qui sera incompréhensible 50 ans plus tard, lorsqu'elle sera publiée en couverture d'un livre. À l'automne 1994, son passé rattrape François Mitterrand. Une jeunesse à droite, un passage à Vichy, une rencontre avec Pétain, l'attribution de la Francisque. La presse et l'opinion condamnent. Il trouvait injustes les reproches qui lui étaient faits par rapport à la vie qu'il avait vécue. Et Gilbert Mitterrand. Et j'allais dire les dangers de mort de tous les matins. La polémique et Mazarine Pinjot. Et la violence des attaques. Ça l'a meurtri. Et ça, moi, je m'en souviens vraiment parce que je le voyais abattu, lui qui n'était jamais abattu, parce qu'il faut quand même le cuir assez épais pour devenir président en général. Qu'on vienne ensuite reprocher un truc, je crois que ça a été une violence pour lui. Enfin, moi, j'ai vu qu'il a été fragilisé à ce moment-là de manière assez... c'était assez douloureux. Les témoins disparaissaient. Tous ceux qui... Il y en a encore une qui est vivante, c'est Ginette Munier. Elle est à 10 km d'ici. Elle a 17 ans, elle est secrétaire dans ce ministère avec Pinault, avec François Mitterrand. Et elle sait très bien ce qu'elle fait tous les jours. Les faux papiers, les porteurs de documents secrets pour monter des réseaux de résistance. Elle l'a vécu. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Comment peut-on lui faire un procès pareil ? Mais comment apporter les preuves alors que d'autres vous apportent des photos ? Point, sans commentaire. En cet automne 1942, l'évolution de Mitterrand est symptomatique du parcours de ceux que les historiens appelleront les vichisto-résistants. Si Mitterrand et Barrois respectent le maréchal, ils sont déjà en train d'imaginer un rassemblement des anciens combattants. À peine un an après cette photographie, Marcel Barrois sera arrêté pour résistance dans le groupe Mitterrand. Il sera déporté et mourra au camp de Buchenwald. Quelques semaines après l'invasion de la zone libre,
Mitterrand et ses camarades ont effectivement démissionné de leur poste à Vichy et fondé un réseau de résistance d'anciens prisonniers. Très vite, le jeune François Mitterrand devient la cheville ouvrière. La nouvelle organisation sera bientôt adoubée par Henri Freinet, le chef du réseau résistant Combat, que Mitterrand rencontre en mars 1943 à Mâcon. Mitterrand, devenu Morland dans la résistance, fait l'expérience de la clandestinité et de la peur. Après quelques mois, il est envoyé par son réseau à Londres afin d'obtenir une reconnaissance officielle. Débriefé par les services secrets britanniques et français, Mitterrand est envoyé à Alger où il doit rencontrer, à 27 ans à peine, le chef de la France libre en personne, Charles de Gaulle, qui lui demande de fusionner son mouvement avec celui des prisonniers gaullistes. Revenu clandestinement à Paris en mars 1944, Morland prend la direction du mouvement unifié des prisonniers de guerre. La résistance, en ce printemps, est décimée par la Gestapo allemande et la milice de Vichy. Le mouvement Mitterrand n'est pas épargné. Plusieurs de ses membres seront déportés. La pression est telle que des compagnons suggèrent à Morland, qui vient d'échapper de peu à la Gestapo, d'aller se mettre à l'abri dans la famille Gouze, à Cluny. Antoine Gouze et son épouse Renée sont instituteurs, athées, socialistes et francs-maçons. C'est dans cette famille résistante que François rencontre la jeune fille qu'il attendait depuis sa séparation avec Marie-Louise. Elle s'appelle Danielle Gouze, elle a 20 ans. Morland, subjugué par la beauté de Danielle, écrit des lettres enflammées à celle qu'il appelle désormais la jeune fille aux yeux de chat. Danielle et François sont emportés dans un tourbillon, promesse d'un mariage à l'automne avant qu'il ne soit trop tard, serment que s'ils devaient ressortir vivants de cette maudite guerre, ils reviendront là, chaque année, sur la roche de Solutré en souvenir de la résistance. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. François Mitterrand, album de famille, est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme coproduit par Yami 2 et Lina, réalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy et écrit par Pierre Favier. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.